Bonjour, j'espère que tout le monde entend bien. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qu'on entend de plus en plus dans les que ce soit à la fois dans les webinaires, que ce soit dans les documents, on parle beaucoup d'usage et usagers. Moi, je trouve que c'est tant mieux, et j'espère que cette présentation vous aidera peut-être pour certains d'entre vous à justement voir les éléments de qualité autour de ces approches usagées. Donc aujourd'hui, on va parler de la question d'appliquer efficacement les usagers de bâtiments publics, de la conception à l'exploitation. Je vais essayer de faire un focus sur les enjeux, les projets, vous verrez, et puis quelques outils également utilisés que j'ai pu expérimenter ou que je connais. Voilà. Alors, moi, je me présente tout d'abord rapidement. Je m'appelle donc Dorian Litvin. J'ai une formation de chercheur à l'origine, chercheur en recherche appliquée sur les questions de changement de comportement, changement de pratique liés à l'énergie notamment. Et depuis ces temps-là de ma thèse, j'ai fait pas mal d'opérations, de prestations, de missions de terrain, et je suis de plus en plus vers le terrain. Et actuellement, j'ai vraiment une activité double entre la recherche et l'opérationnel notamment l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage, qui est une grosse partie de mon temps de travail, opérationnel, mais aussi formation, recherche et développement, voilà, côté AMU un peu large. Je fais du conseil et des études, la recherche, je vous ai dit, puis des formations également. Voilà, globalement, toujours autour des questions d'implication individuelle et changement de comportement, et voilà, question aussi d'implication dans les processus participatifs, globalement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler d'abord de pourquoi on parle d'usage usager et pour qui sont les usages des usagers, et puis on va un peu, déjà essayer de développer un peu cet aspect avec vous, la question de l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage, vous présenter après des projets qui auront du coup avec des outils, puisque je vais présenter des cas particuliers de projets avec des outils utilisés pour ça. Quelques mots juste sur une démarche d'AMU, des éléments qu'il faut prendre en compte, surtout vous donner des ressources pour pouvoir vous-même faire votre chemin sur ce type d'approche. Et voilà, et puis après il y aura le moment de questions et la clôture. J'ai pas l'habitude trop de faire du moins en moins l'habitude du moins de faire des présentations comme ça où en fait on n'a pas d'interaction avec les personnes, donc c'est un exercice qui est assez spécial, je trouve, vu que dans les approches participatives c'est plutôt l'inverse. Voilà, j'espère que dans vos questions, n'hésitez pas à poser des questions et auxquelles on essaiera de répondre tout à l'heure au mieux. Alors, la première chose, c'est que, voilà, selon une croyance un peu moderne et répandue, la technique permettrait de résoudre les problèmes d'inconfort tout en atteignant la performance et en minimisant, notamment, par exemple, les coûts de maintenance. Voilà, la question de l'optimisation par la technique. Je parle de croyance au sens psychologique, c'est-à-dire c'est une croyance, c'est quelque chose qui est très récurrent, mais également c'est quelque chose qui tend à être un peu, on va dire, critiqué. C'est-à-dire que l'usager vraiment joue un rôle central dans cette histoire. Ce n'est pas que la performance qui peut atteindre ces résultats de confort, de performance, de coûts minimisés, etc. Sans appropriation. Sans appropriation, les usagers, que nous sommes tous, dont nous sommes usagers de lieux de vie, de lieux de travail, on détourne les usages. Ou sinon, on ne sait pas vraiment comment utiliser les équipements, comment utiliser les éléments d'enveloppe. Donc on s'adapte, on fait comme on peut. Donc voilà, on adapte les choses. C'est quelque chose qui se remarque de plus en plus souvent dans les bâtiments. Résultat, on observe un nombre croissant de cas où les performances ne sont pas vraiment au beau fixe, ne sont pas obtenues. Et notamment les écarts d'usage de la part des usagers impactent fortement les bâtiments, notamment les bâtiments performants. Plus le bâtiment est performant, plus justement les écarts d'usage vont avoir un impact énorme. Donc c'est évidemment un élément fort si on veut atteindre la performance. Le confort dans pas mal de bâtiments laisse à désirer. On connaît tous les problématiques de confort d'été, d'hiver, etc., notamment dans le tertiaire. Et on observe des fortes consommations, on observe des problèmes aussi de la baisse de productivité, pour parler juste des cas dans les lieux d'occupation à usage professionnel. Il y a un impact sur la santé. Voilà, il y a aussi une perte de ressources, d'argent et de temps à essayer de rattraper les choses une fois que le bâtiment est dit en exploitation, et on essaie de rattraper des fois des éléments qui sont difficilement rattrapables une fois que le site est en exploitation.
Alors, bien sûr, il y a l'approche par les éco-gestes, c'est-à-dire essayer de travailler dans un site occupé, on va travailler sur les questions de consommation d'énergie, consommation de fluide, on va essayer de travailler sur ces éléments-là. C'est des démarches que vous connaissez probablement. Tiens, il y a une image qui n'est pas passée. C'est des démarches que vous connaissez probablement. Donc, le souci qu'il y a avec ces démarches, c'est plusieurs. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui commence vraiment à être documenté. C'est que les cibles sont très précises. C'est-à-dire qu'on parle souvent aux motivés dans les éco-gestes. Et pour atteindre l'autre partie des cibles, eh ben, il faut vraiment, faut mettre pas mal d'énergie pour élargir les cibles de ces approches. Les actions sont délimitées. On parle d'éco-gestes, donc on parle forcément d'éco-gestes sur certains domaines. Et donc on est obligé de cibler et d'élargir de plus en plus les actions si on veut pouvoir avoir une prise en compte des usages globaux du bâtiment. C'est souvent des éco-gestes les approches sont peu pérennes parce que malheureusement on le sait, les habitudes reviennent au galop. Et c'est assez difficile de lutter juste avec une approche éco-geste, de lutter contre les habitudes. C'est complexe parce que les questions techniques sont assez complexes à expliquer, donc il faut vulgariser. Donc il y a un enjeu là autour de la technique qui est pas si simple, qui c'est pas juste comment utiliser du tri ou utiliser un équipement. Il y a des éléments vraiment techniques qu'il faut pouvoir s'approprier. Et puis il y a un turnover des usagers. Donc quand on fait une démarche d'éco-geste, eh ben s'il y a beaucoup d'usagers qui changent, comment on fait pour faire perdurer l'action. Donc le but c'est vraiment d'aller plus loin que cette démarche d'éco-geste, en site exploité, en site occupé. Déjà, c'est déjà bien en exploitation, c'est déjà bien déjà d'accompagner les changements de pratique. C'est-à-dire pas seulement faire des éco-gestes, mais accompagner les changements de pratique. C'est ce qu'on avait vu dans le webinaire numéro 1, pour étendre cette démarche d'éco-gestes vraiment à plus large. Mais il faut quand même aller encore plus loin que ça. C'est un peu le sujet de ce webinaire, c'est que il faut, c'est-à-dire si on veut obtenir des résultats, nous, on conseille d'aller plus loin. Et pourquoi ? Parce que sans implication de l'usager avant l'exploitation, c'est-à-dire si on s'occupe que de l'exploitation pour prendre en compte les usagers, eh ben déjà il y a une faible appropriation de l'espace bâti, de l'espace de vie et de travail, l'espace de vie au sens large. Les usages sont détournés, on en a parlé, pas toujours, mais on observe des usages qui sont détournés, on observe de la surconsommation, on en a parlé, de l'insatisfaction, des réserves, voire des incivilités. Et puis il faut prendre aussi en compte l'évolutivité des usages et des besoins. Donc c'est très difficile à faire si on ne prend pas en compte les usagers en amont de l'exploitation pour pouvoir justement intégrer l'évolutivité des usages dans un lieu, dans un espace bâti. Notamment espace public, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'usages dans les espaces publics et dans les bâtiments publics. Notamment, je pense à une médiathèque, je pense à des lieux comme ça où il y a vraiment des multiples usages. Et puis aussi les exigences environnementales. Et donc, ne s'en occuper qu'en phase d'exploitation, c'est que c'est compliqué. Et l'interface usager est très importante par rapport aux exigences environnementales. Voilà. Donc, ça, c'est des enjeux plutôt individuels. Et puis les enjeux au niveau du collectif. C'est comment on va réussir les objectifs du plan rénovation énergétique 2050 si on continue à être dans la même lignée vis-à-vis des performances. Et on peut pas non plus faire fi du mouvement participatif qui donne à aller plus loin aussi, généralement dans la société, quoi. Voilà, donc l'enjeu c'est que est-ce qu'on est vraiment coincé, la question que je pose, est-ce qu'on est vraiment coincé dans ce paradigme-là, ou est-ce qu'on pourrait changer de paradigme et au lieu d'adapter les usagers aux bâtiments, ou aux espaces bâtis, on va dire, performants ou pas performants, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt adapter les espaces bâtis aux usagers? Voilà. Quelque chose qu'on n'a pas inventé, en disant ça, on n'invente pas l'eau chaude, comme on dit, mais il faut pouvoir travailler dessus, œuvrer, et c'est ce que propose l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage, qui n'est pas la solution, c'est une solution, mais on pense une solution forte, importante, pour pouvoir essayer de changer le paradigme, justement. L'assistance à maîtrise d'usage, c'est un domaine d'activité. Certains disent que c'est un métier, moi je suis vigilant là-dessus, je parle plutôt de domaine d'activité ou de mission professionnelle qui vise vraiment à intégrer les besoins et les aspirations des usagers. Ça, c'est une chose, ok. Mais aussi les associer à certaines décisions de leur cadre de vie. Alors, le cadre de vie, je répète, c'est un cadre de vie travail, domestique, d'accord. Et donc, les associer à certaines décisions, des phases amont du projet jusqu'à l'exploitation, voire la requalification des sites. Donc, l'objectif, c'est bien de favoriser l'appropriation des lieux de vie et de travail. C'est bien de favoriser le vivre ensemble, et c'est bien de favoriser aussi les liens entre les acteurs les liens avec les acteurs de la construction. C'est-à-dire les différents acteurs, experts, techniciens de la construction au sens large et de l'exploitation maintenance, évidemment. Donc c'est le lien entre les usagers et tous ces experts et ces techniciens.
Voilà, donc le but de l'AMU, il est vraiment, ça c'est un but très large, hein, c'est vraiment de réussir à concilier confort, sobriété, performance et qualité. Et si possible de manière durable. Évidemment, c'est un enjeu énorme, mais c'est vraiment l'objectif de l'AMU qui est donné. Alors, les approches centrées usagers, l'assistance à maîtrise d'usage, elle a au moins deux grandes tendances, voire plus, mais il y a deux grandes tendances. Il y a les usagers et les usages. Les usagers, c'est la partie plutôt participative, appropriation. C'est tout le travail qu'on va faire sur la question de l'implication des acteurs. Et de l'appropriation du coup qui en découle, s'approprier des équipements, s'approprier évidemment s'approprier le lieu, s'approprier les démarches, etc. Il y a la question de la concertation entre les acteurs. Là, on parle encore d'usagers au sens large. Vivre ensemble, décider ensemble, partager, mutualiser, tout ça c'est des questions plutôt de l'ordre du social et de l'humain, on va dire. Et puis il y a tout l'aspect usage. L'aspect usage, c'est plutôt les interactions avec le bâtiment, ce qu'on va appeler la qualité d'usage aussi, le confort d'usage, le confort ressenti, l'évolutivité des usages et des espaces, les questions de mesure, de contrôle, et le lien surtout, comme je vous l'ai dit, entre les usagers et les experts. Et ça, c'est plutôt un aspect socio-technique, qu'on appelle socio-technique, parce qu'il y a une interface forte avec les aspects techniques. Donc, il faut bien considérer ces deux aspects dans la maîtrise d'usage. C'est pas que la qualité d'usage, c'est pas que comprendre comment une personne va bien utiliser un bâtiment, bien utiliser un équipement. C'est également toute la partie usager également, qui est très importante dans la maîtrise d'usage et qu'on oublie souvent et qu'on met du côté un peu de la concertation. On appelle ça soit c'est la concertation, mais soit c'est la maîtrise d'usage, au sens qualité d'usage, interface technique, quoi. Mais il y a plein d'autres aspects que l'AMU prend en compte, dont j'ai parlé juste avant. Des aspects de participation, d'appropriation, de vivre ensemble. Alors l'AMU, pour qui? En bâtiment public. Et bâtiment public, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment, parfois plus que dans les bâtiments privés, vraiment des usagers très divers. Et donc il y a tous les agents publics qui travaillent, qui sont des occupants. Il y a tous les agents techniques maintenance qui travaillent aussi. Et puis il y a les utilisateurs, des citoyens et autres, utilisateurs finaux aussi des bâtiments ou des espaces. Et donc il y en a sûrement d'autres. Selon les bâtiments, il y a encore des usagers spécifiques, des usagers spécifiques. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que souvent il y a l'enjeu de savoir si des futurs usagers sont identifiés. Est-ce que tous ces usagers-là qui forment vraiment un panthéon d'usagers, est-ce qu'ils sont identifiés à l'avance ou pas? Et s'ils sont pas identifiés à l'avance, si on peut pas les identifier, ben on peut travailler sur des usagers types, dits usagers types, puisque dans les bâtiments publics, l'intérêt aussi, c'est que une médiathèque, je parle d'exemple de la médiathèque, une médiathèque dans un village, on peut trouver peut-être des ressemblances avec une médiathèque dans un autre village, dans les processus constructifs peut-être, mais aussi dans la question des usages, de tout ce qui est proposé en termes de services, etc. Donc on peut travailler avec des usagers types d'autres bâtiments, si on n'a pas les usagers finaux qui sont déjà identifiés. Alors, c'est de passer à la slide d'après. Voilà, les périmètres d'intervention. Les périmètres d'intervention sont larges de l'AMU, c'est le bâtiment, c'est le quartier, c'est l'espace public, c'est les tiers-lieux. Il y a plusieurs mandataires évidemment, des opérations en neuf, en rénovation, en requalification. Vous voyez là, vous avez ici une image qui est tirée du livre blanc de l'AMU, qui est sorti récemment, j'en parlerai. Et vous voyez que les espaces, les équipements publics forment quand même une grosse part quand même des périmètres d'intervention de l'AMU. Les quartiers, les espaces publics également. Donc j'ai entouré comme j'ai pu pour que vous ayez une petite vision. Voilà. Donc il y a les copropriétés évidemment, les logements sociaux, les bureaux, etc., etc. Sans oublier les tiers-lieux et aussi les lieux hybrides. Alors, des principes importants pour pouvoir, j'aimerais bien vous donner quelques principes. Il y a ceux qui sont parmi vous déjà des pratiquants de l'AMU, j'en suis sûr. Il y en a ceux qui sont sensibilisés à l'AMU, puis ceux qui découvrent peut-être. Donc, je vous donne des points que je trouve importants. Un grand principe de l'AMU que je trouve important, c'est associer pour s'approprier et pour induire le changement. Associer les usagers. Vous avez compris que c'est un point important aussi. La focale de l'AMU n'est pas que sur l'usager, c'est pas que usager, c'est pas que usage, c'est interface aussi entre les divers acteurs de la construction, de l'exploitation. Donc, quand je dis usager, vous avez vu que c'est assez large aussi. Alors, associer pour s'approprier, pour induire le changement. Prenons l'exemple très concret d'un livret de prise en main du bâtiment. On appelle ça aussi le guide de l'utilisateur. Il y a plusieurs termes sur ça, ce petit livret censé expliquer aux utilisateurs, aux usagers, comment utiliser un équipement, des équipements et le bâtiment. Il y a une version assez courante, de plus en plus fréquente, tant mieux, c'est informer. On informe. Voici un livret de prise en main du bâtiment. On le dépose sur un bureau et la personne, l'usager, en prend connaissance ou pas. Il le comprend ou pas. Il le met en application ou pas. Ça, c'est informer. C'est le niveau déjà 1, qui est déjà très très important à faire, qui n'est pas très courant, mais qui devient de plus en plus fréquent.
Niveau 2, sensibiliser. On va dans l'échelle de l'appropriation. Hein. Sensibiliser. Alors là, c'est différent. Quels éléments vous semblent difficiles à appliquer dans ce guide de prise en main ou de guide de l'usager? Et donc là, on est dans une démarche d'expliquer, de demander à la personne de s'exprimer. On personnalise un peu les choses aussi. Donc là, on est déjà dans une sensibilisation qui se fait parfois, pas toujours. Souvent en expérimentation, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas systématique. Puis on continue, on dit, ok, maintenant on va consulter. Ah, consulter, c'est un peu différent. Ça serait par exemple, un exemple, c'est comment on pourrait améliorer ce livret. Donnez-nous votre avis. Quelles sont vos idées? Là déjà, c'est différent. Mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'on fera de cette information. Les avis, les idées, qu'est-ce qu'on en fait? Rien n'est dit là-dessus sur le côté de la consultation. L'étape que nous on cherche, c'est associer. Dans la MU, on veut associer, c'est-à-dire informer, sensibiliser, consulter. Bon, ça va un peu de soi, mais il faut surtout associer. Donc on va construire le livret ensemble. On va le co-construire, on va l'expérimenter et on va décider des choses ensemble. Donc le processus est aussi important que le produit en fait. Voilà. Un deuxième point important, c'est que dans le domaine de l'AMU, le but c'est aussi d'une mission dans l'AMU qui n'est pas une mission ponctuelle. L'AMU se base sur des compétences existantes déjà, pour la plupart, du moins des pratiques existantes. La facilitation, le coaching, l'accompagnement au changement, le design, ce que font déjà le travail d'architecte, d'urbaniste. Il y a déjà on va dire des pratiques existantes. La question de l'enjeu de l'AMU, c'est de le faire et de jouer sur la participation et d'introduire la participation tout le long du projet. Le long du projet, ça veut dire en amenant, vous voyez sur ce dessin, les usagers de l'exploitation, les ramener en amont vers les phases amont, livraison bien sûr, réalisation, donc travaux, conception, programmation, et vers la phase amont de stratégique. D'accord? Et là on essaie de mettre, donc c'est tiré du livre blanc de l'AMU, les divers métiers, où est-ce qu'ils interviennent? Grosso modo, le designer, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'architecte, l'urbaniste, ils interviennent, mais pas toujours sur toute la lignée, d'accord? Tout le temps projet, je veux dire. Voilà, un point important, c'est d'accélérer un peu. Un point important, c'est comment on peut répondre avec l'AMU aux besoins du maître d'ouvrage et aux usagers. Donc quoi, on peut assurer une dynamique collective, la solidité. On peut relier les acteurs, on en a parlé, d'accord? C'est le côté de l'acculturation, ce qu'on dit aussi, c'est que les acteurs, on décloisonne. On fait en sorte qu'on arrête d'avoir des cloisonnements entre experts d'un côté, les experts de la construction, les techniciens, les élus, les usagers. On essaie d'arrêter de voir ces cloisonnements. C'est un début de l'AMU. La montée en compétences mutuelles, que les usagers apprennent les aspects techniques, qu'ils comprennent qu'il y a des contraintes techniques, et inversement, que les agents techniques comprennent que les usagers ont aussi leur façon de faire, etc., et les élus, etc., etc. Donc c'est vraiment une montée en compétences mutuelles pour un empowerment collectif. Organiser l'autonomie des acteurs, c'est la durabilité. Que les projets des acteurs puissent être autonomes. Le but de l'AMU, ce n'est pas en tout cas tel que je la pratique et d'autres dans le réseau, c'est de ne pas laisser les projets des acteurs sous perfusion, comme on dit, donc dépendant de l'AMU, dépendant d'un acteur extérieur. Il faut organiser l'autonomie. Et puis il faut suivre pour voir si évaluer, bien sûr, et ancrer les choses pour voir s'il y a une pérennité. Voilà. Donc le but de l'AMU, c'est de porter un regard global. Attention, ce ne sont pas que des petites missions ponctuelles. C'est porter un regard global, neutre si possible, et multi-acteur. Pourquoi? Parce que l'AMU ne travaille pas qu'avec le maître d'ouvrage, ne travaille pas qu'avec l'archi ou l'équipe de maîtriseur, ne travaille pas qu'avec les usagers, il travaille avec tous ces acteurs. Il n'est pas là que pour servir un acteur, il est là pour servir la cohérence entre les acteurs. Et donc le but, c'est aussi de faire évoluer évidemment les pratiques dans les métiers de la construction. On dit parfois que l'AMU, c'est un facilitateur socio-technique. Il facilite les choses avec un aspect social et technique, socio-technique. Alors, des projets, des outils. Rapidement. Je vais vous parler d'un projet que je connais bien. J'en ai deux comme ça de ce type, donc je vais vous en présenter qu'un seul. Je préfère vous présenter des projets que je connais bien plutôt que des projets. Il y en a plein de projets. Je vous renverrai au livre blanc de l'AMU avec des expériences dans le bâtiment public. Je vous en verrai d'autres. Là, je vous en parle d'un que je connais. Comme ça, si vous avez des questions, je pourrais être plus pertinent. C'est quoi? Le but était d'associer tous les usagers de la construction, la réalisation d'un collège-gymnase exemplaire en Aveyron, avec le cabinet BPA Architecture, et nous sommes donc deux AMU à intervenir, avec également Dominique de Valicourt et moi-même. Donc le but, donc c'était une partie collège, deux opérations, collège et gymnase. Donc c'est une construction en neuf, avec le département, la communauté de communes et la région. Donc cette mission AMU est intervenue, la prise en compte des usages et des usagers commence vraiment en stratégie, en pré-programmation. Moi je n'y étais pas, j'arrive moi en phase conception.
Mais il y a eu un travail qui a été fait en amont avec plein d'usagers, vraiment des usagers très divers, le personnel pédagogique évidemment, le personnel d'entretien et de restauration, le personnel administratif, les collégiens, les associations qui viennent intervenir dans le gymnase, les maîtres d'ouvrage et les élus, et tous les acteurs de la gestion, exploitation, maintenance, bref, beaucoup d'acteurs à prendre en compte. Donc là c'est une mission pour parler surtout d'outils. Je vous présente le projet dans sa frise pour qu'on puisse parler d'outils après. Il y a eu des ateliers qui ont été menés en phase conception, donc de co-conception, en phase APS jusqu'à la phase pro. Il y a eu un atelier qui va être mené, qui a été reporté, qui va être mené en mars, puis en juin, et qui va être mené qu'un atelier mobilier et fiche espace. On va prévoir aussi une visite interactive qui va être menée avec un principe de diagnostic en marchant. Vous verrez un peu, on en parlera. Visite interactive. On va co-construire un livre de bord ensemble. J'en ai parlé tout à l'heure. Et après, une fois la livraison accomplie, il y aura des ateliers de pratique et d'usage, voir si les usages globalement sont relativement adaptés au bâtiment, si les usagers peuvent s'approprier les usages et les accepter du coup, et que ce soit des usages qui soient si possible performants, c'est-à-dire qu'on arrive à atteindre les performances du bâtiment grâce à des usages dits adaptés. On fera des ateliers pédagogiques avec le corps enseignant, pour exploiter ce projet à des fins pédagogiques. Voilà, il y aura des questions d'entretien et d'évaluation et peut-être un concours de nudge à la fin. Là, vous voyez un peu des photos d'ateliers qui ont été menés avec des plans avec de la co-construction. Il y a eu aussi un atelier expert qui a été mené, le COTEC, où on a pris toutes les propositions qui ont été faites par les usagers en atelier, et plutôt que simplement de laisser le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'a pas voulu prendre des décisions seul là-dessus. Il a dit on a proposé donc faire un COTEC large où on prend en compte ces propositions usagers et on va les discuter. Et on va les discuter, mais avec vraiment des regards d'experts divers pour dire qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, à prendre en compte dans les avant-projets, dans les étapes d'avant-projet. Un exemple par exemple de résultat de ce travail en APS par exemple, enfin le travail entre l'APS et le pro dans les ateliers de co-conception, notamment par rapport au CDI qui a beaucoup changé des aspects bien sûr d'intérieur, d'aménagement intérieur. On n'a pas touché à l'enveloppe parce que c'était déjà joué en grande partie, mais au moins les parties d'aménagement intérieur en allant le plus loin possible. Là c'est simplement des témoignages du maître d'ouvrage et de la MO. Vous pourrez vous y référer quand vous avez la présentation sur ce qui est dit, des aspects positifs et également des alertes, donc simplement des points de vigilance par rapport à la mission AMU du point de vue de la maîtrise du maître d'ouvrage et de l'AMO. Alors, une deuxième mission qui est une mission de soutien, donc c'est une mission de concertation en soutien à un programme de rénovation d'une résidence du littoral. Donc la résidence du littoral, avec un programme de rénovation qu'on essaye donc de stimuler. Et donc il y a de la concertation à faire. Alors là on est dans un quartier qui est une résidence, donc pardon c'est une résidence, c'est pas un quartier, c'est une résidence, donc c'est une résidence du littoral, c'est une résidence donc privée, donc on parle de privé, mais la mairie a une implication très forte. Donc en fait c'est pour ça que je l'ai quand même voulu le présenter, parce que c'est quand même un travail de la mairie qui est très important, et du coup même si c'est pas des bâtiments publics, ça reste quand même une préoccupation de la mairie et de la collectivité pour résoudre le problème. Donc je vous donne un autre exemple. Donc une résidence, 370 lots, il y a des enjeux forts, 2 syndics présents, des problèmes d'inconfort assez importants, de dégradation, de travaux sauvages, menés à la sauvage, sans respect des règlements, et des ménages qui sont relativement pauvres, avec des revenus bas. Donc il y a des problématiques importantes dans cette résidence. Et donc on a mené, alors on va parler d'outils ici aussi, on a mené donc plusieurs étapes avec de l'immersion, bien sûr des entretiens et des questionnaires. On a mené on a fait un événement de lancement. Il y a eu aussi des interventions entre syndics, donc et des interventions avec des habitants, donc des ateliers et des interventions entre habitants, entre conseils syndicaux, parce que c'est une copropriété, entre syndics. Voilà, on a mené un questionnaire aussi ludique, qu'on a voulu faire le plus ludique possible, pour essayer d'évaluer les besoins en travaux, et on a commencé à lancer un groupe de travail rénovation. Ce groupe de travail rénovation fait de copropriétaires, on espère qu'il fera boule de neige, pour répandre un peu les envies les souhaits, donc il y aura des travaux peut-être pilotes, et des rénovations pilotes pour pouvoir après aller vers une réunion publique, un atelier avec plusieurs copropriétaires pour décider d'un scénario de rénovation plus global. Voilà. Donc on est sur 3 étapes: diagnostic, concertation et simuler les rénovations qualité, parce qu'on est là pour simuler la rénovation qualité et pas seulement les rénovations base. Voilà. Exemple d'outils par exemple qu'on a utilisé dans cette mission, par exemple comment échouer votre projet, comment échouer notre projet, qui est un outil que certains d'entre vous connaissent.
On parle plutôt de comment on pourrait échouer le projet et on essaie après de trouver des solutions toujours sur le mode participatif évidemment. Un autre exemple, c'est lister et prioriser les besoins en travaux qu'on a fait en atelier. Avec pareil, avec des travaux, et après on priorise les besoins en travaux pour après pouvoir mettre en place un plan d'action. Un autre projet, donc troisième projet à vous présenter, j'essaie de vous présenter des projets très variés. Hein. Je ne présente pas par exemple de projets sur les espaces publics, qui vous pourrez en voir dans le livre blanc de l'AMU. Il y a plein d'autres types de projets évidemment. J'en ai pioché 3 que je connais mieux. Le projet ACT, qui vise à faire émerger et accompagner des initiatives citoyennes pour la transition énergétique. Alors on n'est pas dans le bâtiment, vous me direz, mais qui dit initiative citoyenne pour la transition énergétique, il y a des projets vers le bâtiment avec l'émergence d'une ressourcerie qui avait une vocation à être pas un bâtiment public, mais en tout cas un bâtiment d'intérêt collectif. Et qui avait un aspect public également. Voilà, c'est pour ça que j'en parle ici. C'est quoi ? C'est faire émerger et accompagner des initiatives citoyennes. Donc un quartier à Montpellier, on a mené des ateliers de recherche action participative. Donc il y avait une composante recherche dans ce projet, recherche pour nourrir l'action avec du participatif. 7 projets ont émergé de la part des citoyens, 3 perdurent aujourd'hui, avec, je vous dis, un projet de ressourcerie et une maison de la transition énergétique. Et donc voilà, c'est des aspects un peu larges également que l'AMU permet de faire. Voilà, des outils. Après, il faut qu'on passe à l'aspect de questions, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Des outils, d'autres exemples d'outils innovants, avec l'étape par projet. Vous voyez, plutôt l'étape amont du projet, et puis après jusqu'à l'étape d'exploitation. Un diagnostic des besoins, diagnostic de territoire et diagnostic des acteurs, ça c'est relativement connu en pré-programmation. De l'atelier de co-conception en phase APS, pro, ça peut être en amont si possible. Par exemple, en venant travailler par exemple, aider les maîtres d'ouvrage dans la conception dans la réflexion autour des concours d'archi par exemple, donc maîtrise d'œuvre, et donc on peut venir travailler aussi en amont avec les programmistes pour renforcer la programmation ou carrément la mener, vraiment en interaction avec le territoire et les acteurs. Un diagnostic en marchant, qui peut être un exemple aussi qui est fait. Là, c'est plutôt, alors ça, je l'ai mis là, mais non, c'est pas en phase amont. Je sais pas pourquoi il est là, il est en phase travaux. Je sais pas pourquoi il est là. Donc un diagnostic en marchant. On peut le faire en amont, pardon, excusez-moi, on peut le faire en amont, bien sûr, en phase amont, avant la phase conception, où dans un espace urbain, on va faire un diagnostic en marchant, donc avec une approche expérientielle aussi. On pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. J'ai un slide là-dessus après. On peut faire aussi des simulations de mobilier d'espace. Voilà. On peut travailler sur des binômes relais, des binômes de référents de relais sur place. On peut travailler avec des chartes de réglage et de référence. On peut travailler avec la charte pour mettre en place une charte pour décider ensemble des réglages de référence qui seront acceptés, température, éclairage, etc., humidité. Travailler sur ces questions-là de tout sur lequel on a un contrôle. Hein. On peut parler d'un livre-bord co-construit. Co-construire le livre de bord qui sera à la fois le guide d'usage co-construit, où on va au-delà d'un guide d'usage classique technique. On demande aux acteurs, on propose aux acteurs de se l'approprier, ce guide d'usage, et d'en faire quelque chose d'autre. Ça peut être une vidéo, ça peut être pas forcément un document rédigé. Donc dans ce livre de bord, on peut mettre ce guide d'usage, on peut mettre des témoignages, on peut mettre des astuces, etc. On peut parler d'une plateforme collaborative qui se fait de plus en plus souvent, notamment avec la question de Covid. Donc des plateformes collaboratives avec des réseaux sociaux, des forums, du passage d'informations et de docs. On peut parler d'une visite interactive, avec un parcours photo par exemple, chose que j'avais menée dans le cadre d'un projet d'éco-quartier, un parcours photo thématique, pour s'approprier le lieu une fois qu'il est soit en construction, soit en exploitation. On peut parler d'ateliers d'aménagement des parties communes. On peut parler d'événements sociaux, enfin un événement plutôt social avec avec des aspects de création artistique en live pour attirer du monde, attirer l'attention, pour mettre le focus sur certains aspects. On peut parler d'ateliers pédagogiques après en phase d'exploitation, pour notamment essayer de faire en sorte, par exemple, typiquement dans une école, comment demander aux enfants comment ils ressentent le lieu, réfléchir avec les enseignants à faire un peu du diagnostic de confort ressenti avec les enfants, par exemple. Donc on peut aussi évaluer le confort en site occupé. Voilà, et parler de pratiques durables. Est-ce que les pratiques sont durables ou pas? Les questions de comportements sobres ou de pratiques sobres, est-ce qu'elles sont durables ou momentanées? Voilà. Un focus sur le diagnostic en marchant qui est très pratiqué par les urbanistes, où on va faire un diagnostic, une déambulation avec des itinéraires,
des haltes prévues. À chaque halte, les observateurs vont noter sur une grille quelque chose sur la qualité des espaces extérieurs. Enfin voilà, on établit une grille d'observation. Il évoque son ressenti. Et après, on produit des roues radars, par exemple, sur des sujets. On peut produire des nuages de mots pour l'aspect qualitatif. Voilà, il peut y avoir des synthèses qui sont faites, peuvent être très utiles pour faire des ratios d'opinion, pour aller plus loin dans la priorisation des actions dans un espace public, par exemple. Mettre en valeur des atouts et des faiblesses. Voilà. Alors, initier une mission d'AMU. Je vais pas vous donner la méthodologie, puis de toute façon il est 5, donc j'ai peu de temps. Je vais vous donner un point très fort, très très large des principes pour initier une mission d'AMU, si vous avez envie d'initier ça dans votre collectivité. Pour mener une mission AMU en bâtiment public, on a plusieurs options. On peut prendre un prestataire externe. Ce prestataire externe va être un peu un AMO, mais vous avez bien compris, AMO tiers garant, pas seulement pour le maître d'ouvrage, il est pas seulement pour assister le maître d'ouvrage, il est là pour prendre en compte les usagers, faire l'interface avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, etc. Donc c'est un tiers garant, pas seulement AMO. C'est pour ça que c'est pas vraiment un AMO, c'est un AMO vraiment plus large. Vous pouvez aussi sinon accompagner l'AMU, le prestataire peut aussi accompagner la maîtrise d'ouvrage, le maître d'ouvrage pour le faire lui-même. Donc il va l'accompagner, c'est-à-dire que quelque chose est fait en interne. En fait, le maître d'ouvrage décide de le faire en interne seul ou accompagné, et donc il peut y avoir du coaching, par exemple, de mettre si vous voulez être coaché là-dessus pour monter en compétences ou pour l'organiser en interne sans seulement avec des documents existants. C'est faisable. Sinon, il y a aussi où l'AMU vient simplement en amont, par exemple, vient soit en phase concours, soit dans une équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc vous allez faire un cahier des charges, vous allez dire, typiquement c'est ce qui se fait assez régulièrement. Pour le concours, je souhaite que la prise en compte de l'usager soit assez importante ou pas, ou plus ou moins importante. Et là, vous allez pousser une équipe de maîtrise d'œuvre à intégrer des compétences d'AMU. Voilà. Je suis militant, moi, que les acteurs se forment, s'approprient cet enjeu d'AMU et se forment pour que tous les acteurs, en fait, tous, de la construction, de la conception, etc., puissent vraiment s'approprier l'AMU et que, à terme, on ait moins en moins besoin d'acteurs comme nous, prestataires externes, pour pouvoir mener ces missions. Mais il y a un gros bémol, c'est que faut faire très attention parce que l'AMU est, comme c'est un terme un peu fourre-tout, on met tout dedans, vous avez vu, et donc quand on met tout dedans, on peut aussi avoir des situations où en fait on a de l'AMU entre guillemets qui n'est pas de qualité. Voilà, et où on confond l'outil par exemple avec l'approche. L'outil ne fait pas l'approche. C'est pas parce qu'on a fait un peu de participatif qu'on fait de l'AMU. Parce qu'on peut très bien faire du participatif et puis rien faire de ce qui ressort d'un atelier. Qu'est-ce qu'on fait de la production d'un atelier? C'est bien plus important le processus d'implication des usagers dans un atelier ou des acteurs experts mélangés avec toutes ces questions-là de croisement entre experts et usagers, etc. Et ce qu'on va faire avec cette matière qui est produite, c'est bien plus important que le processus que le simple fait de faire des post-it, etc. Les gens disent l'AMU c'est des post-it. Certaines personnes disent ça, c'est pas vraiment ça. C'est pas l'outil qui importe. C'est le processus et c'est la posture et ce qu'on fait vraiment de cette matière. Comment on va l'exploiter pour faire avancer le projet. Voilà. Donc attention à ces notions de qualité dans l'AMU. C'est vrai que pour l'instant, il y a encore des experts de l'AMU qui viennent essayer d'intervenir pour essayer de former pour que vraiment il y ait une AMU de qualité qui se fasse. Si l'expert, évidemment, si le prestataire est un prestataire de qualité, encore faut-il qu'il y ait ça. Donc voilà, initier une mission de qualité d'AMU, il faut vraiment que l'AMU, si possible, soit présent, soit en interne, soit un acteur interne, soit un externe, un prestataire, mais présent en diverses phases. Il faut qu'il y ait une cohérence et un suivi. Il ne faut pas qu'il y ait des missions ponctuelles d'AMU avec simplement une mission en amont, parce que après on perd les éléments au fil du projet. Il faut intégrer les usagers aussi en amont le plus possible, en phase stratégie si possible, et après tout le long des étapes. Si possible, intégrer tous les acteurs dans le processus, pas seulement les usagers, mais le COTEC donc de construction, vous avez vu, on en a parlé, les agents de technique maintenance, le gestionnaire de maintenance, exploitation, etc., etc. Travailler avec des futurs usagers si possible, sinon avec des usagers types, c'est possible, on en a parlé au début. Intégrer au mieux les apports des usagers. Attention, on ne peut pas juste laisser les usagers venir participer dans un atelier par exemple, et puis après laisser les choses comme ça. Il faut toujours faire un feedback aux usagers, à ceux qui ont participé, du moins à tous les participants de l'atelier, il faut toujours faire un feedback et les maintenir dans l'implication, les maintenir dans la participation. Et intégrer ce qui a été dit au mieux, bien sûr, des fois les marges de manœuvre ne permettent pas, et d'intégrer au mieux ce qui a été produit dans l'atelier. Quelque chose qui doit être bien décrit au début auprès des participants en disant voilà, la marge de manœuvre elle est là. On ne peut pas modifier ça et ça.
on peut modifier. Ça, on pourra travailler dessus. On doit être bien clair sur la marge de manœuvre pour pas que les usagers, fassent des propositions, ou les participants fassent des propositions qui sont pas réalisables, qu'ils soient frustrés. Et donc, qu'il y ait après des propositions qui soient contradictoires. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Il faut aussi accompagner, quand c'est de l'AMU de qualité, en mon sens, il faut accompagner les acteurs vers l'autonomie, dans la réflexion et dans l'action. Et bien organiser un double flux d'informations entre les acteurs. Parce que un des gros points forts de l'AMU, vous allez voir, c'est que les usagers puissent être en lien avec les autres acteurs dits experts, dits techniques, et que cette communication-là soit facilitée. Alors, pour des ressources, je vous invite à aller plus loin, et bien sûr, d'aller voir le livre blanc de l'AMU. Voilà, je vous laisse découvrir le livre blanc, il y a le lien pour aller le télécharger, c'est un livre blanc qui fonctionne très bien, on a vraiment beaucoup de téléchargements, c'est gratuit, et voilà, il y a des acteurs qui nous ont soutenus, on les remercie en passant, donc voilà, c'est vraiment une rédaction qui a été participative avec plusieurs professionnels. Moi j'ai copiloté, donc j'ai piloté la rédaction de cet ouvrage avec mon confrère Ludovic Giquel. On a été deux au pilotage de cet ouvrage, c'était très long, mais ça a donné un beau produit et on vous conseille d'aller le consulter. Il y a deux réseaux aussi, vous pouvez baser sur des réseaux. Il y a le réseau Occitanie pour les acteurs ici qui participent, qui sont d'Occitanie. Un réseau Occitanie que je copilote notamment et qui est en construction. Pour l'instant, c'est pas vraiment encore un réseau à proprement parler, c'est plutôt un annuaire à l'heure actuelle, mais on est en train d'en faire vraiment un réseau. AMU Occitanie, puis il y a le réseau AMU France en fait, aussi sur lequel vous pouvez vous baser, dont je fais partie, et où il y a pas mal d'acteurs qui partout en France qui pourront peut-être répondre à vos besoins ou à vos questions. Voilà. Alors pourquoi associer l'usager? J'espère que vous avez la réponse au fond de vous aujourd'hui. Voilà un petit dessin comique, humoristique pour dire l'AMU il est là pour vraiment essayer de rejoindre les interrogations de tous les acteurs de la construction, les interrogations de l'usager, en espérant faire un travail ensemble qui soit fructueux. Les gains, je vous laisserai les découvrir. Ce slide, il faut laisser du temps maintenant pour les questions. Vous aurez peut-être des questions là-dessus, mais il y a pas mal de gains à prouver. Des gains qui sont qualitatifs, il y a des gains qu'il va falloir peut-être renseigner, on va dire, prouver au sens des renseigner, produire de la donnée dessus. Et donc je suis défenseur d'un projet là-dessus sur évaluer les gains et les coûts de l'AMU, ou du moins essayer de les évaluer ou les qualifier pour pouvoir justement avancer et être encore plus sur une approche objectivable. Je vous laisserai lire les témoignages d'acteurs publics. Il y a aussi des webinaires en ressources. Voilà, si vous voulez, il y a le 4e webinaire, il y en a 3 déjà qui ont eu lieu, il y en a un 4e en octobre. Je vous invite à envoyer un email à contact-réseau-amu.fr si vous voulez vous inscrire pour le 4e webinaire. Et quelques ressources en plus. Voilà, j'ai fini. On a commencé à E7, du coup je me suis permis d'aller jusqu'à un peu plus. J'ai un peu dépassé le temps. Désolé. Bien, merci à Dorian pour cette intervention, effectivement dans un délai très court, mais qui a donné beaucoup d'informations et quelques questions qu'on va dérouler, si tu permets, qui ont été posées par différents participants. Je regarde les dernières, on va commencer peut-être par là, comme ça sera... Je ne vous l'aurai personne. Il y avait 2 questions de Tamara. Pouvez-vous détailler le contenu de la charte de réglage? Parce que apparemment c'était un des éléments du PowerPoint, et ainsi que comment mettre en place le binôme de référents. Voilà, donc ça c'est une question de Tamara. Quand tu auras répondu, je reviendrai vers toi pour d'autres questions. Donc la question c'est détailler le contenu de la charte de réglage et comment mettre en place le binôme de référents. Alors la charte de réglage, souvent vous pouvez la construire de diverses façons, de la manière la plus directive, en imposant, on va dire des choses, jusqu'à la façon la plus participative, et tout dépend du temps donc vous allez investir pour ça. Et donc du coup, dans une démarche participative, ça prend un petit peu de temps. On n'a pas cette habitude-là, on a l'habitude de construire avec des process, et d'ailleurs qui prennent beaucoup de temps ou qui ont des retards. Et souvent on se dit le participatif ça prend trop de temps, mais c'est des temps des fois qui nous font gagner beaucoup de temps après. Donc le temps participatif pour une charte de réglage, ça va être par exemple de travailler avec des acteurs. Par exemple, prenons assez classiquement, moi je suis assez fan des ateliers parce que je trouve que c'est des moments vraiment importants, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les ateliers dans la vie. Mais un atelier où on va travailler sur la question de ressenti. On peut faire d'abord un recueil du ressenti, confort ressenti, utilisation des équipements, utilisation des réglages, notamment s'il y a des thermostats, etc. Donc faire quelques entretiens au préalable auprès des usagers pour comprendre un peu les problématiques, évidemment. Faire ce qu'on dit un peu un diagnostic d'usage, ou un diagnostic d'interaction bâtiment-usager. Bon, voilà, très, très light.
pas besoin de faire un truc énorme. Et de là, cette matière, la mettre après on va dire en musique dans un atelier en disant voilà, on a interrogé certaines personnes, voilà, vous, les usagers, certains d'entre vous, et maintenant on vous demande un peu de vous exprimer sur ce que vous entendez être le confort et la manipulation des équipements. Et voilà. Et est-ce que quand à telle date, nous on sait que dans le bâtiment il faisait environ à peu près confort, attention, température nominale, tant de telle température, ce jour-là, donc hier, avant-hier, comment vous vous sentiez, et donc essayer de travailler sur le ressenti, le ressenti de température, les questions d'éclairage selon les moments de la journée, selon les périodes de l'année évidemment, et essayer de faire parler des acteurs, et essayer après d'en arriver à un point où on parle de température et de réglage avec plutôt des fourchettes de température qui sont des fourchettes de température qui vont être acceptables. Et pour ça, il faut travailler après avec de l'expérimentation. Ça veut dire le mieux, c'est de travailler dans des locaux où on peut modifier la température pour faire ressentir les choses de la personne, en disant voilà, aujourd'hui, vous voyez, en gros, c'est une journée X, évidemment, ça reste de l'expérimentation. Hein. Et voilà, 19 degrés, c'est à peu près ça. Il faut prendre en compte les parois froides, il faut prendre en compte les sensations de courant d'air. Tout ça, c'est extrêmement, on va dire, qualitatif. Hein. C'est pas de la science exacte. Et on peut travailler à faire ressentir les personnes avec les acteurs jusqu'à se mettre d'accord sur une fourchette de température, par exemple, qui est acceptable selon la saison. Et voilà, ça sera peut-être pas 19, ça sera peut-être 20, entre 20 et 21, etc. Et donc le but, c'est de ramener les personnes vers cette fourchette le plus possible. Ceux qui veulent 25, 26, ils feront peut-être un effort pour accepter plus du 22 que du 25. Ce qu'on remarque, c'est que quand on travaille à ce que les personnes soient dans un consentement par rapport à des réglages, par exemple des températures de référence, ou des réglages de référence, ils acceptent beaucoup mieux en fait. À partir du moment où ils ont été impliqués, ils acceptent beaucoup mieux on va dire une contrainte vis-à-vis de la température, et il y a un confort ressenti supérieur. Donc voilà, ça peut être, pour répondre à votre question plus rapidement, contenu de la charte de réglage, ça va être le processus en lui-même de co-construction de la chose, des éléments sur lesquels les usagers se mettent d'accord. On se met d'accord sur par exemple, que la première étape, ça sera qu'on se met d'accord sur 19-21 degrés, mais que ça peut évoluer, on fera un bilan dans un an, par exemple, et on peut évoluer, on reverra ça dans 6 mois, ça peut être ce genre de choses. Et ça va être aussi après des fourchettes, par exemple, de réglage, avec des éléments de révision, comme je dis. Bon, c'est quelques exemples pour vous donner le contenu de la charte. Deuxième question, comment mettre en place le binôme de référence? Ça vient assez facilement. C'est un binôme, ça va être, par exemple, souvent, il faut laisser le binôme émerger. Faut pas le pousser. Parce que si on pousse, on se retrouve des fois à obliger des personnes à prendre des rôles qui n'ont pas, au fond, vraiment souhaité, et ça ne va pas être durable, ça va pas être pérenne. Et donc le but, c'est de faire émerger des personnes. Souvent, il y a toujours dans un groupe une personne qui est un peu plus une personne moteur, et qui va dire, qui pose plus de questions, qui est plus intéressée, et demander au groupe, le groupe lui-même, de faire émerger pendant un atelier, pendant une réunion, faire émerger, ou dans leur coin, seul, faire émerger eux-mêmes une personne de référence qui va être un peu un personne relais, une personne de référence. Ça, chez les usagers. Et il faut impliquer, si possible, moi je conseille d'impliquer des techniciens, des agents techniques, qui vont avoir la connaissance technique, de gestion, exploitation, maintenance. Et c'est très important que un des acteurs comme ça soit également impliqué dans le binôme. Et ça se fait plutôt s'il y a des réunions ou des ateliers, en invitant les acteurs, les agents techniques, donc les acteurs techniques, comme je dis, les inviter à ces ateliers, voir à un moment s'il n'y a pas un acteur technique qui est aussi un peu plus volontaire, un peu plus moteur, et qui va créer ce binôme. Mais je continue à dire, c'est important, c'est de laisser les choses émerger et d'être dans la facilitation. De aider. Merci Dorian. Excuse-moi de te couper. Merci. On a encore quelques questions et je ne voudrais pas clore sans y répondre. Donc, 2 questions de Delphine Meunier qui demande d'abord, mais c'est peut-être une question auquel Emmanuel pourra répondre, ou qu'elle trouvera du moins dans le tableau de formation qui va être présenté en appui de ton intervention. Existe-t-il des formations AMU? Je suppose que oui, mais d'un autre côté, tu pourras peut-être y répondre. Et puis, deuxième question de Delphine, elle concerne le temps de l'AMU dans le planning de l'opération, par exemple, ou dans les prestations. Est-ce que tu as une idée du volume de ce que ça peut représenter? Bien sûr, alors je fais court, bien sûr. J'essaie de faire plus court. Formation AMU, oui, il y a des formations AMU, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Si vous êtes Delphine, si vous êêtre Occitanie, nous-mêmes, on est 3 acteurs là du réseau AMU Occitanie, à proposer des formations qui vont être proposées d'ici normalement la fin de l'année avec Envirobat.
BDO. J'ai déjà fait une formation notamment à Marseille. Il y a des formations qui sont en train de se monter à Marseille, donc version en PACA. Vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez que je donne plus d'informations. Donc vraiment des formations AMU dans le dur. Et donc il y a aussi, comme dit Jean-Pierre, peut-être aussi au CNFPT déjà des formations qui vont vous permettre de toucher du bout du doigt des éléments de l'AMU. Voilà. Donc ça c'est plutôt avec la présentation de les documents des manuels. Donc BDO, PACA et en France, il y a le réseau AMU France. Donc si vous êtes ailleurs en France, vous pouvez envoyer un email au réseau AMU au réseau France, donc contact réseau-amu.fr, et là vous aurez des réponses sur de la formation. Ouais, alors le temps d'AMU, vous avez vu que l'AMU c'est très large. Je suis désolé, je vais avoir une réponse un peu floue. L'AMU est très large. C'est-à-dire qu'on peut faire l'AMU en disant ben voilà, je vais faire la concertation initiale sur un projet avec des acteurs. Bien, tiens, c'est de l'AMU. Ah ben tiens, je vais faire un peu des ateliers de co-conception, phase APS, APD, pro. Ah tiens, c'est de l'AMU. Ah ben tiens, je vais faire un peu de travail sur la consommation d'énergie en site exploité. Tiens, c'est de l'AMU. Et en fait, c'est des missions, oui, qui font partie de l'AMU. Mais une mission d'AMU qui se veut une mission d'AMU large, si possible, il faut la commencer en amont, si on peut, en phase stratégie, en phase pré-programmation, et elle se finit en phase d'exploitation, voire requalification. Et là, on tend de plus en plus vers des missions comme ça, qui sont des missions qui se font dans le temps du projet. Et en termes de temps d'application, c'est une réponse qui est trop complexe. Je suis désolé pour vous dire, parce que ça dépend en fait, si le maître d'ouvrage a souhaité qu'il y ait des missions tout le long, ou est-ce qu'il a voulu qu'une mission au début, une mission au milieu, une mission à la fin. Et donc la réponse, excusez-moi, à ce stade, elle est vraiment impossible. Ça dépend vraiment de la mission telle qu'elle a été conçue. Mais en tout cas, sachez par exemple qu'un atelier, ça dure une demi-journée ou une journée, que pour faire un peu d'AMU correct, il faut au moins 5-6 ateliers minimum, on va dire, ou des points participatifs, des moments participatifs. Donc voilà, on va dire, je fais une espèce de fourchette comme ça, 5 jours, 5 journées investies en présentiel ou à distanciel, et puis après tout le travail autour qui peut vous prendre 20 jours de travail en tout, ou 15 jours, 20 jours en tout, disons, quelque chose comme ça. Voilà. Merci pour cette précision. Une question qui, je pense, peut intéresser tous les auditeurs et tous les participants. Comment convaincre les élus et les directions auxquelles on est rattaché de l'intérêt d'une mission AMU? Alors, on va revenir sur les objectifs, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, vous pouvez vous baser sur le livre blanc, déjà de l'AMU, qui est quand même très visuel et qui est un super document de communication, parce que ce document du livre blanc, il a déjà des retours d'expérience avec des fiches projets, notamment le projet que j'ai présenté en Aveyron du collège gymnase de la cavalerie qui est présenté. Et il y a 15 projets présentés, donc c'est une façon déjà pour dire, parce une des cibles de ce livre blanc est bien le maître d'ouvrage public, donc élu et agent des collectivités. Donc déjà il y a ce support que je vous invite à vous approprier. Deuxièmement, il y a des webinaires. Vous pouvez inviter les élus et agents collectivités à venir participer, à écouter des webinaires d'AMU. Donc c'est des projets qui sont présentés pour se faire une idée. Donc là, je vous dis, il y en a 3 qui ont été menés. Le dernier en date, c'était le 17 septembre, et puis il y en aura un en octobre. On espère continuer comme ça. Donc je vous invite à envoyer un email à contact@réseau-amu.fr pour pouvoir vous inscrire dans les listes d'informations de ces webinaires, vous permettant de communiquer auprès des maîtres d'ouvrage et les décideurs. Après, il y a les gains. Vous pouvez vous baser sur les gains que j'ai présentés ici, et évidemment parler des gains et essayer de faire une synthèse de ces gains-là. Voilà. Ok, il me reste 2 petites questions. Une de Renaud qui demande si une AMU après la réception, présente un intérêt pour améliorer, par exemple, l'utilisation du bâtiment. Alors, c'était le sujet du webinaire numéro 1 qui a eu lieu en juin et qui rejoint des pratiques assez courantes de maîtrise de la demande d'énergie ou des travaux sur les éco-gestes ou sur le changement de pratique. C'était le sujet. Un AMU en interne, comme je vous dis, ou externe, prestataire externe, interne dans une collectivité ou externe, peut tout à fait travailler là-dessus. Évidemment, et on va travailler vraiment à la réception d'un bâtiment. Ça se fait bien sûr, ça se travaille tout à fait. Le mieux, c'est quand même que cette mission-là, du coup, ait pu être initiée au moins en phase travaux, c'est-à-dire en phase travaux, au moins en seconde œuvre, à minima, et si possible en conception. Mais si on peut pas aller en conception, qu'on n'y arrive pas ou que ça n'a pas été le cas, c'est trop tard. Au moins en phase travaux, seconde œuvre à la fin, ou seconde œuvre rénovation ou bâtiment neuf.
fin de travaux, pour pouvoir après enclencher un processus de réception du bâtiment, où on travaille sur la question de la satisfaction, la prise en main des usages, est-ce que les usages est-ce que le bâtiment, l'interface avec le bâtiment est claire ou pas avec les équipements, les notions de confort ressenti, etc. Bien sûr, il y a ces travaux qui peuvent tout à fait être faisables. Alors le nudge est une pratique, qui est assez, qui est à la mode depuis une dizaine d'années, enfin au moins 5 ans, mais peut-être une dizaine d'années. Le nudge, c'est un petit processus en fait qui est basé sur la psychologie sociale, sur l'engagement, c'est-à-dire on va avec le nudge souvent est un élément de communication assez simple, assez visuel, mais il peut être d'autres formats, mais on aime bien faire des nudges visuels qui vont donner le petit impulse pour le changement de pratique. Voilà, et donc je vous donne un exemple qui est connu du nudge. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la fameuse, alors surtout pour les garçons, pour vous monsieur, c'est la fameuse mouche qu'on voit des fois dans des pissotières, des urinoirs, des toilettes publiques, et on voit une petite mouche. Le but étant de viser la mouche, évidemment, pour éviter de viser à côté. Et donc cette petite mouche qui coûte pas grand chose et qui est visuelle est là pour essayer d'amener à un changement de pratique, un changement de comportement. Le nudge, il est là pour ça, c'est basé sur le petit engagement qui va en amener d'autres. Et le nudge, il plaît beaucoup parce que il coûte pas cher en général et que il permet d'enclencher les choses. Donc un concours de nudge, ça va être quoi? Ça va être un concours, on va peut-être proposer à des utilisateurs de bâtiments usagers, etc., de penser à comment on pourrait faire pour mettre en place un petit nudge qui pourrait aider sur l'énergie, sur l'eau, sur d'autres usages, aider à amener vers des comportements ou des pratiques plus sobres. Et donc on fait un concours qui peut être ludique, convivial, et les nudges les plus intéressants seront mis en œuvre, par exemple, dans le cadre de l'exploitation du bâtiment. Voilà. Oui, merci. Voilà, je pense que Lydia Pastor a dû comprendre l'usage du nudge. Effectivement, c'est une incitation à, et puis après, on peut lui donner une représentation graphique adaptée. Jean-Pierre, excuse-moi Jean-Pierre, il y a une question sur la présentation. J'imagine que vous allez faire envoyer la présentation aux participants. C'est ça, Jean-Pierre, on l'envoie, c'est ça? Ou pas? Oui, absolument. J'allais le préciser. Il n'y a pas de souci. Comme tous les webinaires qui sont proposés par le CNFPT, ils font l'objet d'un enregistrement, sont restitués sur le site de la e-communauté, ainsi que le support, la présentation que tu as donnée, qui sera au format PDF. Et ensuite, on reste bien sûr à disposition dans notre communauté à toutes les questions subsidiaires qui pourraient surgir. Mais effectivement, dans la rubrique forum, webinaire 1 heure avec, on trouvera le webinaire que tu as assuré aujourd'hui et qui a donné certainement beaucoup d'envie et beaucoup de questions à des gens qui conçoivent ou qui exploitent les bâtiments. Je crois que des deux côtés, tu trouveras des amateurs du sujet. Voilà. En tous les cas, merci pour merci pour la qualité de ton intervention. Moi, je vais devoir clore la vidéo et souhaiter à tous une bonne fin de journée. Voilà, ainsi qu'à Dorian. Et à bientôt sur les webinaires du CNFPT.